Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous les retours que vous m'avez laissés sous ma précédente vidéo parce que ça m'a vraiment aidé. Et après vous avoir lu, après avoir passé des heures à regarder des vidéos YouTube sur le Canon G7X Mark II pour savoir comment améliorer l'audio et de voir que tout le monde galérait et que personne ne trouvait une vraie solution, j'ai choisi de me séparer de cette caméra. Mais avant, je tenais à tout prix à vous filmer et à vous poster deux vidéos en ce mois de mars sur la chaîne parce que c'est deux vidéos qui correspondent à ce moment et qui me tiennent quand même à cœur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'une d'entre elles, c'est ma vidéo top lecture de l'hiver puisque à partir de cette année j'ai choisi de vous chroniquer uniquement mes meilleures lectures par saison. C'est un choix que j'ai fait parce que honnêtement les bilans mensuels c'était pas forcément mon fort et puis faire 12 vidéos de bilan mensuel en un an ça faisait un petit peu beaucoup pour moi. Du coup je préfère me focaliser sur mes meilleures lectures de saison et vous proposer 4 vidéos par an. Ça me paraît beaucoup plus faisable et beaucoup plus agréable pour moi aussi et j'ai quand même envie de faire des choses qui me plaisent sur la chaîne et clairement ce format là je pense qu'il va beaucoup plus me plaire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour discuter de mes 7 meilleures lectures de l'hiver. Pour commencer, parlons de Mission Hugh par Caroline Franc, publiée chez Pocket, qui nous raconte l'histoire de Chloé qui est une reporter qui est toujours sur le front, au plein milieu des combats, vraiment aller en plein milieu de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais Chloé elle est insupportable au bureau et plus personne ne peut la voir quoi. En fait elle est tellement nerveuse qu'elle stresse tout le monde et même moi en tant que lectrice elle me stressait mais de fou vraiment. Et son patron pour un petit peu calmer tout ça va décider de l'envoyer au Danemark faire un reportage dans la ville la plus heureuse du monde, enfin la ville où les habitants sont apparemment les plus heureux du monde. Et pour Chloé c'est un sacrilège. Qu'est-ce qu'elle va faire dans une ville où tout le monde est heureux? Visiblement, personne n'a besoin d'un reportage sur le bonheur. Et pourtant, il se pourrait bien que ce voyage change Chloé, change sa vie et sa façon de penser. C'est le genre de livre qui est vraiment court, mais qui va droit à l'essentiel, et ça j'ai beaucoup apprécié. On suit l'évolution de Chloé petit à petit, de cette Chloé toute stressante, toute nerveuse au début du roman, à cette Chloé qui finalement va se faire à cette vie au Danemark, à découvrir un petit peu ses coutumes, ses habitants, à découvrir que c'est aussi bon d'être chez soi et de recevoir des petits roulés à la cannelle. Enfin vraiment toutes ces petites choses tellement agréables de vivre dans un décor tout enneigé. Vraiment c'est une lecture qui est parfaite pour l'hiver, qui fait tellement du bien. Oh, une autre de mes lectures préférées de cet hiver, ça a été Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery, publiée chez les éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, où nous suivons l'histoire d'Anne qui est une jeune orpheline qui va être adoptée par les Cuthbert, Marilla et Matthew, une sœur et un frère qui à la base cherchent à adopter un jeune garçon pour qu'il puisse venir les aider à leur ferme, sauf qu'ils se retrouvent avec Anne, une jeune fille. Certes, elle ne pourra pas les aider à la ferme, mais Anne, c'est une personnalité tellement attachante, tellement fantaisiste, tellement avant-gardiste, qu'ils vont être hyper touchés par cette jeune fille et qu'ils vont vraiment s'attacher à elle et la garder avec eux. Et dans ce premier tome de cette saga, on suit donc les aventures d'Anne qui grandit petit à petit avec les Cuthbert, qui va faire quelques erreurs, mais qui va aussi nous toucher. Oh, quel livre, quel livre, quel livre! Je l'ai lu en lecture commune avec une de mes meilleures amies. On lisait 2 chapitres par jour d'Anne et c'était tellement bon chaque jour de se retrouver avec ces 2 chapitres. C'était un petit peu comme la petite dose de chocolat du jour en fait. Vraiment c'était... Oh. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà c'était sublimissiment bien écrit. Et puis cette histoire est tellement touchante parce que le personnage d'Anne est un personnage qui fait du bien, qu'on a envie d'avoir dans notre vie, qu'on a envie de suivre au fur et à mesure de sa vie à elle, de voir un petit peu toutes ses aventures. C'était tellement un petit bonheur, le petit bonheur du jour de lire ces 2 chapitres à chaque fois de l'histoire d'Anne que franchement, en ce moment je suis en train de lire le tome 2 parce que voilà, il pouvait pas rester trop longtemps dans ma pile à lire. J'ai beaucoup aimé également le tome 3 de la saga des 7 sœurs, La sœur de la tempête, par Lucinda Riley, publié chez le livre de poche. Dans l'histoire des 7 sœurs, on suit un homme milliardaire qui a adopté des filles aux 4 coins du monde et à sa mort, chacune d'entre elles va recevoir une enveloppe contenant un indice pour la guider et pour qu'elle puisse en savoir plus sur ses origines. Là dans ce tome 2, on va suivre donc la sœur
la deuxième sœur plus âgée de la famille, Ali. Et on va la suivre au cours d'un voyage qui va la conduire direction la Norvège. Donc encore une fois un décor parfait pour l'hiver. Honnêtement, ce tome a été une très bonne lecture, pas un coup de cœur comme l'avait été le premier tome, parce que je lui ai trouvé quelques longueurs, notamment au début du récit. Ali met quand même pas mal de temps à se décider à enquêter sur ses origines, donc avant on a vraiment pas mal de chapitres où l'autrice va nous montrer autre chose sur la vie d'Ali. Je comprends son choix, mais j'ai trouvé ça un petit peu long en fait. Moi clairement ce qui m'intéresse c'est le passé. Surtout que dans les tomes à chaque fois des 7 sœurs, on a plusieurs points de vue. Donc le point de vue de la sœur concernée, mais également le point de vue d'un de ses ancêtres, d'une de ses ancêtres. Et le point de vue de l'ancêtre est toujours tellement intéressant que j'avais assez hâte d'y arriver. Et effectivement, quel point de vue, encore une fois, quel point de vue, cet ancêtre, il y avait des moments où sa vie m'a mis des étoiles dans les yeux et d'autres où j'ai été tellement peinée pour elle. Waouh, c'était vraiment quelque chose. Et puis suivre Ali aussi, c'était hyper intéressant bien évidemment. Mais c'est vrai que de son point de vue à elle, j'y ai trouvé quelques longueurs, des petites choses qui auraient pu être raccourcies à certains moments. Mais il n'empêche qu'encore une fois, si on aime les histoires de famille, je pense que c'est vraiment le genre de saga qui nous plaît. Tellement c'est hyper intéressant à suivre, tellement ça se dévore parce que on est happé dans cette histoire. On n'a juste qu'une envie, c'est un petit peu de faire le lien passé, présent. Ah, non franchement, c'est une saga qui en vaut le coup et j'ai très hâte de me plonger dans le tome 3. J'ai également totalement craqué pour l'univers de Vampiria, le premier tome La Cour des Ténèbres par Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R, qui est une uchronie. On s'intéresse à ce qui se serait passé si jamais Louis XIV n'était pas mort en 1775. Et pour cause, à cette date-là, il a été transformé en vampire et peu à peu on suivit un petit peu tous les autres aristocrates. Et le peuple, lui, il est bien resté humain. Du coup, il sert à alimenter les vampires et on va suivre donc un monde, parce que finalement ça ne va pas toucher que la France mais le monde entier. Donc on suit ce monde avec des disparités juste énormes, avec des vampires tout puissants et un peuple, lui, qui est dépourvu d'argent, dépourvu même de son sang, enfin vraiment on le prive de tout ce peuple. Dans tout ça nous allons suivre l'histoire de Jeanne qui fait partie du peuple et dès le premier chapitre ça annonce un petit peu la couleur du livre puisque Jeanne assiste au massacre de toute sa famille, c'est-à-dire qu'elle participe à un repas de famille avec toute sa famille et on n'a même pas le temps de découvrir un petit peu ses frères, ses parents, qu'ils sont déjà tous massacrés, chapitre 1, et Jeanne arrive miraculeusement à s'en sortir, mais elle sait que il faut qu'elle fasse quelque chose parce qu'elle va très rapidement comprendre que si sa famille a été tuée, c'est parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir comploté contre le roi. Du coup, Jeanne va devoir se faire passer pour une noble afin d'être protégée et d'être amenée à la cour des ténèbres. C'est un endroit où finalement les nobles vont apprendre à bien se conduire, mais surtout à vivre, à bien se comporter auprès des vampires, à les protéger également. Et Jeanne trouve que c'est un endroit assez intéressant parce que Jeanne est bel et bien décidée à se venger. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que je l'ai trouvé très sombre déjà, donc c'était une ambiance vraiment particulière. Jeanne a énormément de rancœur en elle, mais on peut même pas lui en vouloir tellement on la comprend, tellement il va se passer des choses horrible, même rien qu'avec les cadavres de sa famille, par exemple. Je pense à quelque chose en particulier, vraiment. Les vampires de ce livre sont juste cruels, très sombres, ils sont plus du tout humains, et du coup forcément on comprend le point de vue de Jeanne et on a envie qu'elle se venge finalement. Et même si à un moment donné on pourrait penser que le livre va nous amener vers une romance, etc. Non, en fait, la vengeance de Jeanne, c'est ce qu'il y a le plus important et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que finalement on ne s'éloigne pas du sentier battu, on veut cette vengeance de Jeanne et il n'y a rien qui va pouvoir se mettre entre notre chemin. Voilà, non, franchement ça fait très envie, je trouve que l'univers est vraiment très bien pensé, très bien décrit,
Donc moi ça m'a juste beaucoup plu et j'ai très envie de lire la suite parce qu'il y en aura une et honnêtement il me tarde parce que j'ai envie de voir jusqu'où la vengeance de Jeanne va aller. J'ai également beaucoup aimé me plonger dans le tome 3 de la saga de l'épouvanteur, Le secret de l'épouvanteur, par Joseph Delaney, publié chez Bayard Jeunesse, où on suit donc toujours les aventures de Thomas, qui est un apprenti épouvanteur. Donc son rôle, c'est de chasser les créatures fantastiques malfaisantes qui menacent les humains. Et là encore, avec ce tome 3, on est embarqué dans un univers totalement hivernal en plus, donc c'est vraiment la saison parfaite pour lire ce tome 3, parce que Thomas va être confronté à un personnage mythique qui se rapporte vraiment au froid, donc parfait quoi. J'ai beaucoup aimé ce tome 3, je le trouve vraiment dans la continuité des deux précédents. Et en plus, j'aime tellement cette atmosphère qu'il y a à chaque fois dans chacun des tomes. Le ton est très sombre et moi j'aime vraiment beaucoup, c'est assez pesant à certains moments. Et l'histoire en elle-même, découvrir dans ce tome-ci encore plus de choses sur l'épouvanteur, comme c'est écrit dans le titre, et aller encore dans la continuité du tome 2 où on explorait le passé de la maman de Thomas. C'est vraiment hyper intéressant, enfin moi je suis vraiment pris dedans et comme je vous disais lors de ma dernière vidéo, j'ai hâte de me plonger dans le tome 4 qui va être consacré en partie au sortir de Pundle parce que je pense que ça peut vraiment être hyper intéressant, enfin encore une fois, vraiment moi c'est une saga qui ne me déçoit pas pour le moment. Je ne pouvais pas ne pas parler dans cette vidéo du Goût du danger, qui est donc le tome 3 de la saga de la couleur du mensonge par Erin Beatty, publié chez Lumen. C'est une saga, vous le savez, que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment les deux premiers tomes qui ont été des coups de cœur. Ce tome 3, c'est une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, puisque c'est totalement de ma faute en fait. Non, vraiment, le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que, disons que dans la saga de la couleur du mensonge, il y a beaucoup de complots politiques, enjeux politiques, des manœuvres par-ci par-là. Et là, dans ce tome, j'ai tout de suite compris quelle personne serait responsable des embrouilles en fait, mais genre vraiment dès le début du livre. Et du coup forcément lorsque le verdict est tombé, j'étais pas surprise et tout au long du livre je trouvais que ça allait vraiment de sens, donc c'est vraiment dommage à ce niveau là. Et je pense que quelque part ça a peut-être un petit peu, pas gâché ma lecture, mais ça a fait en sorte que ce livre, je l'ai juste trouvé très bon, ce qui est déjà très bien, et que ça n'a pas été un coup de cœur comme les deux tomes précédents. Mais pas grave parce que ce livre, il est quand même très chouette. On retrouve l'univers qu'on aime dans les deux tomes précédents, on retrouve les personnages qu'on aime dans les deux tomes précédents. Je dois dire que dans celui-ci, il y a aussi de nouveaux personnages qui apparaissent. Peut-être qu'au final, ça fait peut-être un petit peu trop de monde à suivre. Mais qu'importe en fait, il y a tellement quelque chose de bon dans cette saga que j'ai très envie de la relire. Rien que le tome 1 si jamais j'ai pas le temps, mais dans le futur il faut vraiment que je la relise rien qu'un peu parce que vraiment c'est une saga, même moi, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que quand on aime tout ce qui est complot politique, petits agencements, manigances et trucs comme ça peut que nous plaire parce que c'est vraiment hyper bien raconté et parce qu'on s'attache très facilement au personnage. Ma dernière meilleure lecture de cet hiver, ça a été Ce rêve bleu par Lise Braswell, publié chez Hachette. Et là c'est vraiment une surprise. Enfin, pas une surprise totale parce que je m'attendais quand même à aimer ce livre, mais peut-être pas autant en fait. Dans ce livre, c'est donc une réécriture de l'adaptation Disney et on se demande ce qui se serait passé si jamais Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique, et pour cause cette lampe magique va se retrouver dans les mains de Jafar. Donc forcément l'histoire va être totalement différente. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est tout l'aspect politique en fait. Dans ce livre, on a quand même une ville d'Agrabah avec de grosses disparités sociales. Les pauvres sont vraiment hyper pauvres et du coup on comprend facilement comment certains deviennent des vauriens finalement. Et puis il y a les plus riches et notamment le sultan qui se rend même pas compte de la misère de son peuple. Pour cause, il passe son temps dans son palais en fait, il s'amuse avec ses petits jouets, il est complètement à côté en fait. Il ne comprend pas du tout ce que son peuple vit et finalement c'est un peu la même chose pour Jasmine, sauf que Jasmine au début du roman, elle va sortir en cachette de son palais et découvrir ce qui se cache réellement dans la ville d'Agrabah. J'ai trouvé cette version vraiment très intéressante, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on aborde des choses beaucoup plus sombres parce que finalement dans ce livre tout est plus sombre, même Jafar est plus sombre. Jafar il est hyper cruel.
déjà qu'il est pas bien sympathique dans la version Disney, dans ce livre-là, il l'est encore moins. Vraiment, le point de vue abordé par l'autrice, je l'ai trouvé très intéressant et j'ai pas vu le temps passer lorsque je lisais ce livre, je tournais les pages, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir cette nouvelle version où Jafar était le propriétaire de la lampe magique et donc où il avait tous les pouvoirs sur le génie. J'avais vraiment envie de voir ce qui allait se passer encore et toujours plus et comment l'histoire allait se résoudre. Voilà donc pour mes meilleures lectures de l'hiver. J'espère que ce format saisonnier vous a plu. Moi je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.